Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'espace VIP de l'Open BLS de Limoges qui nous accueille pour cette émission spéciale 90 ans du Limoges CSP en partenariat avec le Crédit Agricole. Alors on ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire et nous allons revisiter l'histoire immense de ce club unique qui est le Limoges CSP. Et cela nous allons le faire avec des acteurs et des témoins privilégiés qui ont bien accepté de venir avec nous sur ce plateau. Ce voyage, nous allons le faire en 4 étapes. La première nous emmènera des origines jusqu'à l'accession en National 1. Ensuite, nous évoquerons les premières victoires européennes du Limoges CSP. Nous parlerons également de la mainmise du Limoges CSP sur le basket français dans les années 80-90. Et ensuite, nous parlerons de 2 événements majeurs de l'histoire du club, le titre de 1993 et le triplé de 2000. Et nous finirons bien sûr avec ce qu'on pourrait appeler les années Frédéric Fortet, que nous revisiterons également. Pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir 2 hommes historiques du Limoges CSP. Xavier Popelier, président, s'il en est, président d'honneur du Limoges CSP, l'homme qui, avec Jean-Claude Biojou, a sculpté ce club, et Claude Bolotny, qui a été un joueur et un élément majeur du club, et notamment lors de l'année d'accession en National 1. Alors, je vais commencer avec vous, président Popelier. Vous avez 90 ans comme le club. Quelque part, vos destins étaient faits pour être liés. C'est une coïncidence, puisqu'il y en a une autre également, vous le savez. C'est l'anniversaire aussi pour la gare de Limoges, puisque nous sommes tous de la même année. Alors, vous voyez, ça devait être marqué dans l'histoire. Vous voyez que je me retrouve un jour créer ce nouveau club qui a été le Limoges CSP après le démarrage du Cercle Saint-Pierre. Alors donc, vous voyez, ça devait marquer. Et puis donc, ça a été une réussite que, bien sûr, sur laquelle nous reviendrons, mais qui a été exceptionnelle pour moi. Alors, la première question que je dois vous poser, qu'est-ce qui vous a pris au mois de juin 1972, alors que le club descend en régional, de convoquer des gens avec Jean-Claude Biojou et de dire « nous allons faire un grand club à Limoges ». Écoutez, il y a des raisons très simples et qui sont véridiques. C'est-à-dire que Jean-Claude Biojou est venu me voir alors que nous n'étions plus au Cercle Saint-Pierre, puisque nous avions arrêté de jouer et nous avions repris nos activités professionnelles. Lui était donc assureur et moi commerçant. Et c'est lui qui est venu me voir en me disant, voilà, on ne peut pas quand même accepter dans cette ville de Limoges, qui à l'époque on considérait dormir un petit peu, il faut qu'on essaye de la réveiller. Et c'est la vraie raison. Et alors on avait calculé 2 choses, que dans les années 70, le CHR devenait CHU. C'est-à-dire avec un apport énorme d'étudiants dans des métiers de santé. Et il y avait une deuxième raison aussi, c'est les facultés de Limoges qui se développaient énormément, donc un apport de jeunes exceptionnel. Et on s'est dit quand même, on était encore jeunes, moi à l'époque, et on s'est dit quand même, tous ces jeunes qui vont arriver sur Limoges, quelle image ils vont avoir, alors que c'est une ville, bien sûr, qui dort un petit peu. Alors, on s'est dit, on connaît le basket, on a quand même une certaine affinité avec un patronage qui s'appelle le Cercle Saint-Pierre. Est-ce qu'on va essayer de réussir un coup sportif ? Et je crois l'intelligence de l'époque, ça a été de se douter que ce sport qui était un petit peu dans l'anonymat, le basket, qui était coiffé complètement par le rugby et par le football, on s'est dit, on va peut-être essayer de le rajeunir, lui donner un coup de jeune, et surtout, on pense qu'à terme, il va devenir professionnel. Voilà les vraies raisons, c'est simplement pour donner une image de notre ville jeune, enthousiasme et avec l'esprit de vaincre que nous avons démarré. Sans penser bien sûr que la clôture se terminerait par ce fameux titre de champion d'Europe en 93. Alors, tout est allé quand même très vite. Derrière, vous avez eu pratiquement une montée par saison. Est-ce que vous considérez que vous avez brûlé les étapes ou alors est-ce que vous étiez en avance sur votre temps ? Écoutez, moi en ce qui nous concerne, je parle au nom un petit peu de mon ami Biojou, on s'était dit quand même, la première des choses, c'est de ne pas tromper le public. Il ne faut pas qu'il lui raconte des histoires. C'est-à-dire que tous les ans, on se donnait un objectif, comme donnait d'ailleurs à nos joueurs et à notre encadrement technique. On leur disait, voilà, cette année, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Et en se donnant, si vous voulez, un objectif qu'on savait qu'on pouvait atteindre. Le public a cru en nous, on ne l'a jamais trompé, et c'était une réussite qui a duré pendant de nombreuses années. Alors, vous avez fait beaucoup de choix, beaucoup de bons choix. Est-ce que vous aviez une recette pour ça ? Alors, écoutez, la recette, c'était d'abord, la première des choses, c'était attirer un public.
Parce qu'à l'époque, je rappelle quand même que quand les premiers matchs que nous avons fait à la salle municipale des sports, je me rappelle très bien, je serrais la main à tout le monde. Il y avait peut-être une vingtaine, trentaine de personnes. Alors c'était vite fait de saluer un petit peu tous nos supporters. Alors je crois que là, on a étudié notre affaire en disant, bon, c'est pas le tout, mais il faut quand même cette salle des Sœurs de la Rivière. des Sœurs de la Rivière, il faut quand même qu'on la remplisse. Et à l'époque, ça nous paraissait énorme parce qu'on arrivait à mettre, quand c'était complet, 1800 personnes. Mais démarrant avec 25 à 30 supporters, vous voyez que le chemin était dur. Alors là, on a employé tout un tas de méthodes. Je ne sais pas si c'est le moment de les expliquer, mais on y a travaillé vraiment comme des commerçants qu'on était. Et dernière chose, quel accueil vous avez eu dans le monde du basket limougeaud? Est-ce que vous avez été regardé d'un bon œil en se disant on va avoir une locomotive, ou est-ce que on vous a regardé plutôt d'un œil en coin? Alors curieusement, je vais vous dire, le basket était pratiqué par des patronages à l'époque, à Limoges, quand nous avons développé. Il y avait les patronages laïcs et il y avait les patronages catholiques. Je dois reconnaître que nous, avec nos origines de patronage catholique, on n'a pas tellement été aidés par notre propre milieu. Parce qu'on a été jalousés, vous savez, ils se sont dit, voilà, ils vont écraser un peu tout le monde. Et on a eu des embûches assez importantes. Bon, ça, c'est le premier point. Par contre, on s'est dit, puisque c'est comme ça, on va essayer d'étendre un peu nos supporters dans des milieux différents que notre propre patronage. Et si vous voulez, on a eu, je crois, l'intuition de dire, nous, patronage Cercle-Saint-Pierre, club bourgeois. À l'époque, il faut savoir qu'on était une paroisse très bourgeoise à Limoges. On avait quand même des antennes dans les milieux des coutures, puisqu'il y avait une chapelle qui dépendait de la paroisse Saint-Pierre, qui était aux coutures. Donc on avait des relations avec le milieu des coutures. À l'époque, il faut savoir, ce milieu des coutures, c'était les cheminots. Et alors on avait pas mal de jeunes qui étaient donc membres de chez nous. Alors on a développé d'abord par ce côté-là, et tout de suite, il y a eu la sympathie de ces gens-là, descendants de cheminots ou même actifs à la SNCF, qui sont venus nous épauler. Et alors la deuxième idée, je crois, qui était importante, c'est qu'à l'époque, sur les bords de Vienne, le fameux quartier des Ponticaux, il y avait les enfants de la Vienne, il y avait les jeunesses coopératives, je remonte loin là. Alors donc tous ces clubs-là qui étaient tout à fait, alors là tout à fait pas du tout le style CSP, c'est-à-dire des clubs laïques, et qui ont trouvé un intérêt de s'intéresser à ce que nous faisions. Et je peux vous dire que parmi les premiers dirigeants qui sont venus nous épauler, eh bien j'ai retrouvé pas mal qui sont restés dans le club, et on peut en parler encore maintenant, qui ont été à l'origine des fameux Ponticaux. Ce qui fait que si vous voulez, on a essayé d'étendre nos ramifications au-delà de nos propres éléments. C'est-à-dire que c'est pour ça que je crois que depuis le début, que toute la population limousine s'est retrouvée dans ce club, quelles que soient nos opinions, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos idées politiques, tout le monde s'est retrouvé derrière ce club parce qu'on l'a ouvert à tout vent et à tout le monde. Et qu'on a donc été aidés. Alors, il y a un problème quand même important, c'est que nous développons, il fallait qu'on trouve des finances plus importantes. Alors, à ce moment-là, on a eu quelques difficultés au départ pour faire comprendre aux municipalités, au conseil général, au conseil régional, de venir nous aider. Mais je dois le dire, on a eu la chance de rencontrer M. Louis Longequeux, qui a tout de suite fait confiance, curieusement, au CSP, parce qu'il faut savoir que M. Longequeux n'allait jamais au sport. C'est un homme de dossier. Il passait ses nuits à l'hôtel de ville de Limoges à travailler son travail de maire. Et un beau jour, avec Jean-Claude Biojou, on a pris notre bâton de Bellerin en tant que Cercle Saint-Pierre et on s'est retrouvé face à lui. Et je crois qu'au bout d'une heure de discussion, il a cru en nous. Et il nous a dit, je crois que j'ai confiance en vous et on va vous épauler. Et la suite, bien sûr, ça a entraîné l'aide du Conseil général, du Conseil régional. Alors curieusement, puisqu'on peut aborder maintenant, vous savez, il y a prescription dans tout ce que je raconte, je vais vous dire, on s'est heurté à un petit problème. Au départ, c'est qu'à l'époque de M. Longequeux et par la suite avec M. Rodet qui avait pris la suite, vous savez, l'entente, tout en étant tous du même parti, ne collaboraient pas tous ensemble. Alors, bon, eh bien, j'ai fait un petit peu l'intermédiaire à l'époque avec le président Savy, avec M. Rodet, le maire de Limoges. On a essayé. Je crois que notre réussite, c'est dû à beaucoup de diplomatie. C'est-à-dire qu'on a su créer une image de Limoges qui était pour tous. Et politiquement, si vous voulez, on ne s'est jamais marqué, nous, personnellement, on vote comme tous les bons Français, mais on n'a jamais marqué nos idées personnelles et on est ouvert à tous. Je me tourne maintenant vers Claude. Claude, tu arrives au club en 1976.
Est-ce que quand tu arrives à Limoges, l'image du CSP, c'est déjà l'image d'un club ambitieux? Oui, je pense que c'est un club ambitieux. Bon, moi, mon arrivée, ça a été très bizarre parce que je suis un vrai Parisien. J'aurais jamais pensé quitter la région parisienne un jour. Et puis, lors d'un match, je joue à Charenton. Et lors d'un match, un derby contre le Stade Français, j'ai mis un coup de tête à un joueur, ce qu'il ne faut jamais faire, mais j'avais des raisons pour le faire. Et donc, mon club m'a suspendu. Et à cette époque-là, je coachais l'équipe de Paris Cadet, puisque à cette époque-là, on avait des sélections régionales. Et dans cette équipe de Paris Cadet, j'avais Jacques Monclar, j'avais Casalon, on a été champion de France. Et lors du tournoi, ce tournoi s'est passé juste après l'incident que j'avais eu contre le Stade Français. Et à ce tournoi, il y avait Pierre Daho. Pierre Daho, qui était un ami du club et qui était le conseiller un petit peu basket du club, je lui fais part, je lui dis « Pierre, j'ai envie de partir ». Pierre me dit « Claude, j'ai quelque chose pour toi ». Et il a appelé à ce moment-là Jean-Claude et Xavier, qui étaient à Paris 2 jours après, à la gare d'Austerlitz, où nous avons été manger à une brasserie à Bagnolet, et ils m'ont convaincu. Alors tout ce qu'a dit Xavier, qu'il y avait surtout un savoir-faire, une vision sur l'avenir, et ils étaient tellement convaincants. On sentait que le projet qu'ils avaient envie de créer, il allait se faire. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Donc j'ai tout de suite donné mon accord, puisque à cette époque-là, en plus, le sport n'était pas professionnel. Moi, je travaillais à la mairie de Charenton. Ça s'est fait très très vite. J'ai tout de suite demandé une mutation. Je me suis retrouvé à la mairie de Limoges, à travailler à la mairie de Limoges. Et j'ai tout de suite cru en ce projet. Je pense que la première année, j'ai fait une erreur, c'est d'accepter de venir comme joueur-entraîneur. C'est-à-dire que la première année, je me suis retrouvé dans une position qui était très délicate à ce niveau-là, puisque nous étions à ce qu'on appelait la Nationale 2 à cette époque-là. Je me suis retrouvé à jouer et à entraîner. Et ce n'était pas très facile. La première année s'est passée très 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 bien, mais je sentais déjà les prémices de ce qui allait se passer. C'était obligé. Quand vous avez en face de vous des dirigeants comme il y avait le feu et la glace. C'était vraiment... si on compare, si on veut faire une comparaison, Xavier est un peu le roi soleil, et Jean-Claude, c'était Mazarin, ou c'était vraiment c'était leur rôle, Starkey Hutch, enfin c'était vraiment... J'ai eu entièrement confiance en eux, mais vraiment confiance en eux. Avec des difficultés, la première année, en plus j'étais venu jouer avec Charenton contre le CSP, où j'avais fait 2 gros matchs, donc... Et ils étaient contents, j'ai senti qu'ils étaient contents que je sois là. J'avais 28 ans, donc un petit peu d'expérience. Ils cherchaient un meneur de jeu un peu malin, un peu vieux joueur, mais qui pouvait mener une équipe. Donc oui, on a tout de suite, et puis cette ambiance au sol à Rivière. Alors voilà, tout de suite, là, on sent qu'il y a une passion, une effervescence qui est en train de monter ou qui est déjà là? Elle est en train de monter, mais très très vite, elle est là. Très très vite, c'est-à-dire au bout d'1 an. La première année, bon, on finit 6e, si je me souviens bien, avec des jeunes joueurs, dont Richard, vous allez voir tout à l'heure, il y avait Pascal Biojou et tout. Mais on commence à sentir que on intéresse les gens et que cette salle des Sorts-la-Rivière, pour moi, elle pue le basket, quoi. Il s'est passé quelque chose là aussi. Quand vous aviez le public qui était à 1 mètre du terrain, et j'ai vu des mamies, et je vous promets que c'est vrai, attraper les jambes des arbitres avec leur parapluie, enfin ça déjà, quand vous parlez de ça dans le basket moderne, on se dit mais il déconne le bolotte là, c'est pas possible. Mais si, c'est la vérité. Donc oui, il y avait vraiment cet engouement qui montait, et puis ces gens qui nous poussaient, parce qu'on parle de Xavier, on parle de Jean-Claude, mais je pense au papa Richard Billet, je pense à M. Christou, je pense à M. Sénèque.
Un peu d'émotion là, excusez-moi. On va parler d'une chose peut-être plus légère. Oui. Claude, tu as dit que tu étais venu faire 2 matchs au CSP, que tu avais fait des gros matchs. Oui. Donc ça veut dire déjà que tu avais apprécié les panneaux du Limoges CSP. Oui, beaucoup. Alors, les panneaux des salles des Sœurs de la Rivière, Oui. c'est quand même des panneaux particuliers quand même. Ah, oui, Raconte-nous un peu ces panneaux-là, parce que tout le monde parle des paniers de Claude Bolotny avec le panneau. Oui, il y avait une planche, il y avait 2 planches comme ça en France, c'est sur la rivière à Limoges et à Berck. Par contre, des fois, quand je joue à l'extérieur et que je prenais la planche, je facilitais la contre-attaque pour l'équipe adverse parce que le rebond, il l'a envoyé presque au milieu du terrain. Donc c'est vrai que je tirais beaucoup avec la planche. Malheureusement, la ligne à 3 points n'existait pas. Et sinon, mais les lancers francs, je regardais même pas. Je tirais, je savais que si je prenais la planche, c'était boum. Donc oui, on avait cette... Je me rappelle d'un match, la première fois, on a battu Villeurbanne. Et Buffière, après le match, il dit « Bolotny et Livio, ils shootent qu'avec la planche. C'est pas du basket. » Bah si, c'était du basket. Alors, Pardon, notre ami André Buffière, un beau jour d'ailleurs, et quand il est arrivé à Limoges, il interdisait d'ailleurs les joueurs de Limoges de shooter avec la planche pour les habituer aux salles extérieures. Et je vais vous raconter une anecdote, c'était Livio, je m'en rappelle à l'époque, Livio, chacun le savait, il shootait avec la planche tout le temps. Et un beau jour, quand il a quitté Limoges, qu'il est parti jouer ailleurs, André Buffière lui a dit, tu sais, emporte la planche du basket, parce que sinon tu ne pourras plus en mettre ailleurs. une dernière chose, Claude, avant de clôturer cette première partie d'émission, les matchs de la montée, demi-finale contre Asnières, aller-retour, 2 matchs qui se terminent avec un panier au buzzer. Ouais. Des matchs incroyables, un scénario incroyable à chaque fois. Incroyable, oui. Au match aller, il restait très peu de temps à jouer, on perdait d'1 point. Et bon, j'étais un joueur qui aimait bien rentrer dans la peinture, comme on dit, mais je rentre dans la peinture dans une position complètement ahurissante et je mets le panier, fin du match. Et ici, c'est Gérard Métadier qui a 2 lancers francs à tirer à la fin et qui les met aussi. C'est-à-dire que ces 2 paniers que l'on met, ce panier que je mets à Asnières, le lancer franc de Gérard, ça a été la viatique, ça a été pour moi, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais c'est le plus beau souvenir de ma carrière. C'est-à-dire que je me dis, tu as contribué une petite partie à ce que le CSP est devenu par la suite. Et j'ai jamais... J'ai eu un petit intermède, mais j'ai toujours été proche du CSP, tout le temps. Je peux apporter une petite précision pour le match d'Asnières, parce que ça, je crois que personne ne le sait, puisque c'est une affaire qu'on avait réglée entre Biojou et moi. On s'était donné plusieurs années, vous voyez, pour réussir, pour arriver à ce que nous sommes, à essayer d'arriver tout au moins au cours de ces années. Mais quand on est arrivé cette année-là, où on jouait notre montée contre Asnières, on avait décidé que ça nous avait pris quand même pas mal d'années de travail par rapport à nos professions, qui étaient en activité quand même. Et on avait dit, si vraiment on ne réussit pas cette année-là contre Asnières, on arrête. Ça, on l'avait décidé, tous les 2. Et je peux vous dire que quand on a réussi cet exploit d'éliminer Asnières et de monter, pour nous, ça a été un soulagement énorme parce que nous, on savait très bien que là, on continuait. Et sinon, on aurait arrêté cette année-là. Bon, ben voilà, l'histoire a continué. Merci messieurs, c'est la fin de cette première partie de l'émission. On continue tout de suite avec la décennie 80-90. Pour cette deuxième partie d'émission, je reçois 2 anciens joueurs, Richard Billet et Stéphane Ostrowski. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Alors, on commence par ordre chronologique avec vous, Richard. Par le plus jeune. Alors, on va évoquer les premiers succès du Limoges CSP, les premiers succès européens, puisque la première ligne du palmarès, c'est une Coupe Corac. Vous montez donc en 1978, mais les premières saisons en N1, quand même, elles sont un petit peu compliquées. Hein, Difficiles, oui. Elles sont difficiles. De mémoire, il y en a une où on fait les barrages pour le maintien. On s'en sort. On a dû faire 10e ou truc comme ça. Ensuite, on est monté jusqu'à la 7e place. Je te dis ça de mémoire. Hein. Ouais. Et la dernière, on fait la montée. Voilà, on fait la montée 77-78. Ouais. Et après, donc les premières saisons de N1. Et le vrai changement, il se passe quand même avec l'arrivée d'André Buffière.
Oui. C'est un premier vrai virage vers un certain professionnalisme, on peut dire. Oui. Très clairement, on a eu des entraîneurs, Jeff Dubreuil, qui était un bon entraîneur. Mais André Buffière, c'est quand même un nom qui tout de suite... Tu dis, ah tiens, il y a quelqu'un là qui est important. Et quand il arrive, qu'est-ce qui vous amène? Mais plein de détails, en fait. Ouais. Plein de détails. Je vais te raconter une anecdote. On sortait de la douche trempé. La semaine d'après, on avait un sèche-cheveux dans le vestiaire. Et interdiction de sortir. Il voyait des mecs en claquettes. Hop, il faut pas sortir les pieds mouillés, des poudres. Enfin, c'était que des détails sans arrêt. Et alors, dans cette réussite, l'apport d'André Buffière, évidemment, et aussi celle de joueurs. Alors, il y en a un, notamment, qui est arrivé un petit peu avant, c'est Apollo Faye. Incontournable, Apollo. Pour moi, c'est le... Pour moi, il y a deux personnes qui ont changé la donne. C'est Lionel Moltimore, le premier, à l'époque dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que c'était un très fort joueur, mais surtout très spectaculaire. Et rien qu'avec lui, on remplissait les salles, parce que c'est un gars qui avait joué, je ne sais pas s'il avait joué avec les Harlem Globetrotters, mais en tout cas, il avait été ou sélectionné. C'est approché, en tout cas. Ouais. Vraiment un joueur très spectaculaire. Et au niveau basket, c'est Apollo. Apollo, quand il est arrivé à Limoges, c'est très simple. Tout le monde, on avait 2 Américains à l'époque, enfin 2 étrangers, mais on avait tous des Américains quasiment. Et nous, on jouait quasiment avec un étranger supplémentaire qui était français. Apollo dominait tous les autres pivots, il rivalisait avec les Américains. Donc forcément, le niveau est monté d'un cran. Ouais. Après, il y a eu d'autres joueurs. Hein. Oui, on va en parler. Je reste sur Apollo. Tout le monde s'entend pour dire aujourd'hui qu'il aurait pu jouer en NBA. Sans problème. Ouais. Sans problème. Il avait tout pour jouer. De 1m8, souple, athlétique. Non, c'était un vrai fort joueur. Vrai fort joueur. Et alors, dans ces vrais forts joueurs, il y a évidemment celui qu'on ne peut pas non plus oublier, c'est Ed Murphy. Oui, bien sûr. Et quand il arrive, ça a été des anecdotes qu'on a entendues. Il ne fait pas une première grosse impression. Hein. Non, la première impression, on est en stage à Buja. Et Xavier aurait pu en parler aussi, mais les dirigeants voulaient le jeter. Hein. Un mec qui ressemble à Charlie Chaplin, qui marche avec les pieds comme ça, qui saute une boîte d'allumettes en détente et qui ne mettait pas un panier. Donc on s'est dit, les dirigeants ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas garder ce mec-là, on s'est trompé. Et Buffière a mis le haut là, il a dit si lui il reste pas, moi je reste pas non plus. En fait, il avait raison. Hein. On a vu qu'il avait raison. Ah bah oui, un mec qui fait première année 32 points de moyenne, la deuxième 33, la troisième 34, et il arrive à 35 la quatrième, tu te dis attends, il y a un truc. Les mecs le connaissent par cœur et une adresse phénoménale. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'était juste de l'adresse, il avait quand même... Ah mais il était malin, hein. Il était très malin. Il sautait une boîte d'allumettes, mais c'était notre meilleur rebondeur offensif. Il est toujours placé où il faut, mais offensivement, c'était infernal. Moi, je défendais quasiment tous les jours sur lui. C'est un vrai calvaire. Quand il avait décidé, d'ailleurs, on avait un système qui était très simple. Je me rappelle, c'était 5. 5, c'était on donnait la balle d'un côté à Ed Murphy et tous les 4, on passait de l'autre côté. C'est réglé d'avance. 2 points, 2 lancers francs, c'était systématique. Et donc, il y a cette première ligne au palmarès, c'est la victoire en Coupe Corac à Padoue. Ouais. Enfin, il faut citer quand même, il y a d'autres joueurs. Hein. Oui, non, mais évidemment. Quand tu fais venir Yves-Marie Vérove, c'était quand même un gros nom du basket français. Jean-Michel Sénégal, qui était capitaine de l'équipe de France, meneur. Déjà, Richard qui arrivait, là il sautait partout, il mettait pas un panier. Enfin, j'exagère un peu. Mais non, il a tellement bossé, après, hein. Il a tellement bossé son adresse qu'il est devenu très adroit. Mais au départ, il n'était pas très adroit. Tu avais Jean-Luc Deganis, qui était une bête physique, qui c'est que j'oublie. Et puis il faut parler, non, l'année d'après. Ouais. Mais par contre, on avait un autre Américain qui s'appelait Irving Kiffin, qui a joué à NBA
et qui était un très fort joueur, parce qu'on en parlait beaucoup moins, mais c'était un mec qui était capable ou de shooter extérieur. Un jour, on était, je ne sais plus, au Stade Français, il ne met pas un point à l'extérieur. À la mi-temps, pas de souci, je ne mets pas un point à l'extérieur, je vais aller à l'intérieur. Et voilà, on avait quand même une équipe... au départ, franchement, personne n'imaginait qu'on irait aussi loin. Même pas les joueurs. Hein. Mais quand on réfléchit, on avait une équipe qui était équilibrée, avec des mecs qui défendaient. Tu avais Vérov et moi qui défendions, Richard qui pouvait défendre aussi, parce que pour les plus grands. En attaque, quand tu as Sénégal, Apollo, Murphy, Kiffin, Vérov, finalement, l'équipe, elle était pas mal. Mais franchement, au départ... personne. L'objectif du club, c'était très simple. C'était passer le premier tour pour arriver au pool, pour avoir 3 matchs à Limoges et faire des recettes pendant 3 matchs. Donc il a fallu battre Dudelange, il a fallu battre Laris Salonique. Et après, on arrive au quart. Et puis après tu commences à y croire. Quand tu termines premier de ta poule et que tu es en demi-finale, tu te dis, ah, tiens. Ça reste un souvenir magique, ça, Padoue, là? Oui. Je ne sais pas si c'est Padoue, moi, c'est plus l'après-Padoue, en fait, parce que le match, c'est un match. Oui, mais... en plus, c'est surtout le contexte. Un train qui est rempli de 1200 personnes, un train spécial qui part en Italie, ils ont mis, 20 heures pour y aller. Quand on est revenu à Limoges, les joueurs, nous, on était en avion, on a été les chercher à la gare. Il y avait... La légende dit qu'il y avait 10 000 personnes qui attendaient. On a fait le tour de la ville. Mais partout, à toutes les fenêtres, à tous les balcons, il y avait des gens, des écharpes, il y avait du verre dans tous les magasins. Ça marque. Ça marque. Je passe à Stéphane. Merci Richard. Stéphane, tu arrives au club en 1985. Exact. C'est Pierre Daou à l'époque, l'entraîneur. Mais est-ce que déjà Limoges, c'est... l'endroit où il faut être quand on est joueur pour gagner des trophées? Et tu étais venu déjà avant? Oui, j'étais venu faire un essai, puisque moi j'étais un jeune joueur à ce moment-là, et surtout j'avais commencé le basket très tard. Et quand Limoges me fait venir déjà pour faire un premier essai, avec 2 autres joueurs, un qui est d'ailleurs bifurqué pour faire du rugby, et l'autre c'était Jean-Manuel Souza, je ne sais pas si tu te rappelles, Richard, et l'autre je crois qu'il s'appelait Trémouille. Benoît Trémouille, il faisait 2,7 m, c'était une masse athlétique. Bon, un peu besogneux, mais d'ailleurs, comme je l'ai dit, il est parti au rugby. Je pense que c'était plus un sport qui lui convenait. Et donc, à ce moment-là, j'avais très peu d'années de basket derrière moi. Et pour autant, et donc l'entraîneur, c'était bien André Buffière. Et puis, il y avait tous ces joueurs qui étaient pour moi des stars. Richard, Kiffin, Sénégal, et tous les joueurs que Richard a cités. Et André Buffière a perçu forcément peut-être chez moi des choses. Enfin, il projetait donc des choses intéressantes. Mais moi, j'ai décidé de pas répondre favorablement au fait de rester à Limoges parce que je considérais que je n'avais pas ma place, que les joueurs étaient trop forts. Et que j'étais jeune et qu'il y avait trop de joueurs à mon poste dans la pleine force de l'âge, Kiffin, Apollo, Deganis, oui. Et il y avait certainement un 4e intérieur. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire là, je vais pas jouer. Et moi mon but c'était de jouer. Donc Le Mans, j'avais d'autres clubs français qui voulaient m'avoir et j'ai pris la décision d'aller au Mans parce qu'il y avait des joueurs intérieurs plutôt vieillissants. Il y avait Jackie Lamotte, il y avait Bilquin. Ake, non non, pas au Mans. Non, pas au Mans. Et après, il y avait 2 Américains. Donc il y avait quand même du monde, mais il y avait quand même 2 joueurs en fin de carrière, Jackie Lamotte et Bilquin, et je considérais, et surtout un entraîneur américain, Bob Purkiser, qui me voulait. Très fortement, il a dit Stéphane, fais-moi confiance, je sais exactement comment on va travailler ensemble. Et donc son discours m'a beaucoup plu. Et donc j'ai décidé de ne pas venir à Limoges à ce moment-là. Et les choses se sont faites plus tard, puisque en 85, tu l'as dit, Jean-Christophe, c'est là où je suis arrivé. Et donc là, à ce moment-là, c'est the place to be, Limoges? Quand on est un joueur qui monte, un joueur de talent, voire international? Oui, j'ai commencé donc une première sélection avec l'équipe de France au tournoi de Noël en 1983. Ensuite, j'ai fait
les Jeux Olympiques de 84. J'aurais dû partir aux États-Unis, puisqu'après les Jeux Olympiques en 84 qui se déroulaient à Los Angeles, j'avais été supervisé par des universités américaines qui voulaient me faire venir pour le cursus universitaire. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites, puisque Le Mans voulait tellement me garder qu'ils ont envoyé des preuves de fiches de salaire pour dire que je n'étais pas un joueur amateur. Et à l'époque, en NCAA, il ne pouvait pas y avoir des joueurs soi-disant professionnels. Ouais. On n'était pas encore professionnel en France à l'époque, on s'en rappelle. On touchait quelques indemnités, on était considérés comme travailleurs indépendants. D'ailleurs, ça a posé d'autres problèmes après pour les joueurs de cette génération, puisque ils n'ont pas pu faire valider ces années-là. Voilà. Mais en tout cas, je suis resté en France 1 an de plus. Et c'est l'année d'après où Limoges a pris le pari, et je considérais que c'était encore un pari, que c'était vraiment un pari me concernant, parce que même si j'étais international, même si j'avais démontré sur mes 3 ans au Mans que j'avais du potentiel, etc., les dirigeants de Limoges de l'époque ont pris le pari de dire on ne garde pas Apollo Faye et on fait venir Ostrovsky. Et pour moi, c'était quand même une preuve de confiance, et que j'ai vraiment toujours voulu j'ai toujours voulu leur rendre la confiance qu'ils m'avaient accordée. Et donc tu viens à Limoges pour gagner des trophées, ça se fait un peu attendre. C'est pas venu tout de suite, il a fallu une petite période avant que ça arrive. Ça a mis du temps, ça a pris 2 ans avant de remporter le premier trophée après mon arrivée. Et c'est vrai, je me disais à ce moment-là, je suis arrivé au Mans, le Mans venait d'être champion de France. Malheureusement, il y a eu un déclin sportif qui suivait une courbe aussi économique un peu déclinante. Donc je ne gagne rien avec le Mans. Et mes 2 premières années, je gagnais rien avec Limoges. Je dis, c'est le chat noir. Non, je me suis pas dit ça, mais c'était vraiment. Il y avait ma motivation qui était décuplée pour gagner des trophées. Et enfin, 87-88, voilà. la grande année. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir joué dans une équipe aussi forte que celle-là, le reste de ta carrière, avant, après, une équipe de club? Ouais, vraiment. Parce que tu as fait partie des sélections européennes où là tu as joué avec des joueurs immenses, mais une équipe de club aussi forte? Non, même si en 95 avec Antibes, on avait une équipe super aussi. Richard le disait tout à l'heure, l'équipe qui a remporté la première Coupe Corach, qui était équilibrée, des joueurs qui défendaient, des joueurs qui étaient plus talentueux en attaque, et donc c'était très équilibré, très homogène. Et j'ai ressenti ça 2 fois dans mon parcours sportif, avec l'équipe de 87-88, comme tu l'as dit, et l'équipe de 94-95 à Antibes. On n'est pas là pour parler d'Antibes, mais pour en revenir à cette équipe de 87-88, oui, elle était forte sur tous les postes doublés de partout, et des joueurs de très haut niveau, quoi. 2 joueurs américains exceptionnels, Karansky et Don Collins, qui pour moi a été le plus fort joueur qui soit passé à Limoges. Oui. Alors certains disent que c'est Michael Young. Bon, moi j'ai pas joué avec Michael Young, moi j'ai joué contre Michael Young, mais j'ai joué quand même 4 ans avec Don Collins, et je peux vous assurer que pas seulement les jours de match, tous les jours à l'entraînement, Richard, qui était quand même quelqu'un plus que référencé, qui était une terreur en défense, avait beaucoup de difficultés à contenir Don Collins à l'entraînement. C'est pour vous dire le niveau de Don Collins. Vraiment, exceptionnel. Vous n'avez pas eu un sentiment d'invincibilité à cette époque? Certains matchs de championnat, moi je me souviens, il y avait des équipes qui venaient, on savait qu'elles allaient prendre 120 points. Vous aviez ce sentiment quand même d'être... Un peu, ça peut paraître prétentieux, mais... Oui, mais c'était une réalité quand même. Je crois qu'on perd un seul match de toute la saison cette année-là. Et on va un seul match de toute la saison régulière. Et les playoffs, donc on les survole. Et en Coupe des Coupes, puisque cette année-là on gagne la Coupe des Coupes, on va taper, on tape Pesaro en demi-finale. On n'était pas favori. À l'époque, le basket italien, c'était vraiment le très haut niveau européen.
Après, bon, il y a une finale sur un match sec à Grenoble contre Badalone, où là, Badalone, il y avait beaucoup de joueurs internationaux espagnols, il y avait les meilleurs joueurs américains, européens pratiquement, deux anciens joueurs. C'était quasiment la meilleure équipe espagnole. C'était la meilleure équipe espagnole à ce moment-là. Deux joueurs américains qui avaient, avec un cursus NBA, mais qui avaient vraiment joué, quoi, qui n'étaient pas des faire-valoir quand ils avaient joué à NBA. Et donc, cette année-là, on remporte le triplé. Et c'est vrai que ce sentiment, mais c'était pas un sentiment de... Enfin, quand on dit ça, il ne faut pas penser qu'on avait un sentiment de supériorité. Parce que quand on rentrait sur le terrain, on voulait gagner, quoi. Enfin, on avait vraiment un challenge entre nous, une compétition permanente. Mais à l'entraînement, c'était la même chose. Une dernière chose, Stéphane. Les années que tu passes à Limoges, c'est le début de l'immense rivalité avec Orthez. Là où ça a commencé à devenir vraiment très fort, très aigu. Et ça commence quand même un peu avec cette bagarre à Orthez en 87 quand même. Oui, d'autant que cette bagarre n'aboutit pas à quelque chose de positif pour nous, puisqu'on perd la finale et on en garde un ressentiment terrible. Et l'année d'après, on a cette saison exceptionnelle. Je pense que ça nous a servi quelque part, même si c'était cruel parce qu'il y a eu cette bagarre. Mais enfin, moi, je ne vais pas résumer cette saison et ces matchs de play-off contre Orthez à cette bagarre. On perd cette finale sur 2 lancers francs de Freddy Schneider, sur une erreur d'arbitrage terrible qui siffle une faute à Greg Beugnot au milieu de terrain, alors qu'on est à 1 point devant. Il y avait... le match on avait le match dans la main. Et sur une petite, je ne sais même pas s'il y a faute, je ne pense pas qu'il y a faute, il donne 2 lancers francs à Freddy Schneider. Donc on a vraiment vécu ça comme une injustice terrible. Et je pense que tout ça a contribué au fait que ça a nourri vraiment une très grosse motivation pour la saison d'après. Merci messieurs, merci Richard, merci Stéphane. Cette deuxième partie d'émission est terminée. On passe tout de suite maintenant à la décennie suivante, 90-2000, avec les 2 événements majeurs de cette décennie, le titre de 1993 et le triplé de 2000. Pour attaquer cette nouvelle décennie, 90-2000, on va commencer avec le premier grand événement majeur de cette décennie. C'est le titre européen du 15 avril 1993, une date restée dans l'histoire du sport français. Et pour en parler avec moi, Franck Buter. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, est-ce que sur le moment, vous avez eu conscience de ce que vous aviez fait ? C'est-à-dire marquer l'histoire du sport français, ni plus ni moins. Non, on s'en rend pas compte de suite. C'est plutôt un soulagement pour nous. Enfin, pour moi, personnellement, je pense que je peux parler au nom de certains de mes potes, parce que ça a été tellement de sacrifices, même si on est pro et qu'on est payé pour ça, ça reste quand même des choses à mettre en place, à réaliser, à penser qu'on peut le faire, mais difficile de se dire qu'on va y arriver. Surtout quand on voit les équipes qu'on a en demi-finale et en finale. Et une fois qu'on y arrive, je vous dis, c'est plutôt un soulagement parce que, il y a tout ce qui a été accumulé avant, les entraînements difficiles, soigner les petits bobos si on en a ou pas se blesser, et puis de faire le mieux possible pour arriver à gagner. Et ce que je dis toujours, c'est que on faisait ça pour gagner, mais pas pour être champion d'Europe finalement. Ouais. C'est pour gagner les matchs les uns après les autres. En début de saison, s'il y a une personne qui croit que vous pouvez être champion d'Europe, c'est Bozidar Maljkovic. Il est le seul. Oui, il est le seul. Mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est sa force, c'est que il est le seul à dire qu'on peut le faire. Et du coup, il arrive à nous emmener dans son petit univers. Et puis finalement, on y arrive. Donc c'est vrai qu'on se dit après, punaise, ça vaut le coup de bosser dur, ça vaut le coup de s'entraîner dur, ça vaut le coup de prendre des coups de bâton, façon de parler, des coups de bâton ou des engueulades pour en arriver là. Mais quand on y arrive, on peut être positif là-dessus. Mais quand on n'y arrive pas, c'est difficile. Alors, tu le dis, personne n'y croit, mais quand vous battez l'Olympiakos en quart de finale, est-ce que là, à un moment, ça reste quand même un match épique, jusque sur la belle, avec ce panier de Yuris Doce,
Est-ce que là, vous ne dites pas, on peut peut-être essayer de faire quelque chose, ou vous êtes juste heureux d'être au Final Four? C'est-à-dire que pour moi, c'est ce match-là le plus beau. C'est pas la demi-finale, c'est pas la finale, c'est ce match-là le plus beau. Pourquoi ? Parce qu'on fait en 3 matchs, en plus devant notre public, avec un concours de circonstances où, page, enfin des trucs. Et c'est là où on se dit, les dieux sont avec nous. Donc on se dit, c'est super, on est qualifié pour le Final Four. Seulement, ça vous fout une pression en plus. Parce que vous vous dites, si une fois de plus, on arrive, équipe française, et puis qu'on est à la risée de tout le monde, une fois de plus, on va passer pour une équipe de trompettes, et puis avec des Français, et comme l'essentiel c'est de participer, on aura participé. Seulement Boja, on revient à ce que je disais tout à l'heure, Boja est là pour nous dire, non les gars, là on y va, mais c'est pour aller jusqu'au bout. On n'est pas là pour participer, alors que vous êtes des nains. Oui. Quand vous arrivez à ce Final Four, vous êtes des nains. J'aurais voulu savoir, si les paris n'existaient pas à l'époque, j'aurais voulu savoir un peu quel était le pourcentage de gens qui nous... À part les Limougeaux, parce que forcément c'est clair. Mais j'aurais voulu savoir la cote qu'on avait, parce que c'était... Quand on arrive dans le bus, et puis qu'on nous donne les programmes, et puis qu'on voit le PAOK, qu'on voit Trévise, qu'on voit Real Madrid, et puis l'équipe mystère, c'est nous, on se dit, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai cette image-là où j'ai dit, il y a Willy qui était au fond du bus, et je lui ai dit comme ça, je dis, regarde, cherche l'intrus dans ce Final Four. Et puis voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on part tous le matin pour aller au Final Four, dans le même avion, donc avec les femmes de joueurs, parce que le club avait fait ça correctement, les femmes de joueurs, les supporters et tout, et arrivé à l'aéroport, on a les joueurs qui partent d'un côté et les femmes, les supporters qui partent de l'autre. Donc ce qui fait qu'on se retrouve de nouveau, même si on a eu ce petit break très agréable, on se retrouve à se dire de suite d'entrée de jeu, allez hop. Et c'est là où on connaît la force de Boja, c'est de suite de ne pas partir en vrille et de dire hop, on se recadre de suite sur ce qui nous attend sur la demi-finale. Et là, la demi-finale, c'est quand même le Real avec Sabonis, quand même. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que non seulement c'est les noms de ces équipes-là, en plus avec le PAOK chez eux, mais c'est l'effectif qu'il y avait. Donc ce qui fait qu'avec Sabonis... On défend comment sur Sabonis ? Sabonis, on avait d'ailleurs, je crois que Marc joue plus que moi, parce que tout simplement, l'objectif c'était comme Sabonis avait des problèmes de genoux, le but c'était de l'attaquer au niveau du bassin. Donc, comme Marc était un petit pivot, et puis qu'il pouvait se permettre d'être fléchi, donc le but c'était de le pousser, mais pas avec son torse, c'était de l'empêcher de prendre la place, mais avec les épaules et au niveau du bassin, de façon de le reculer petit à petit. Donc à chaque fois qu'il perdait, qu'il reculait, enfin je dirais par rapport au panier, qu'il avançait, il perdait, on gagnait sur le coup. Donc plus il recevait la balle loin, plus c'était difficile pour lui, il n'était pas dans sa position favorable. Donc ce qui fait que le but c'était ça, parce qu'on savait que c'était le joueur majeur. On savait que c'était un joueur qui était extraordinaire, avec des passes, donc il pouvait être dangereux pour le rebond, il pouvait être dangereux pour marquer, il pouvait être dangereux pour la passe. Donc à partir de là, on savait que c'était le pion essentiel. Donc on avait vraiment ciblé là-dessus Sabo, le fait de qu'il ne prenne pas la position et le fait qu'il passe un match de galère. Donc match de galère pour Sabonis, mais après en finale c'est Tony Kukoc. Voilà. Donc notre profil, mais bon, ça reste tout aussi fort. C'est un autre calibre, même je pense. Pour moi plus fort, surtout que c'était son dernier match et puis c'était le titre qui lui manquait, donc du coup ça c'était, enfin oui il me semble que c'est le dernier, c'est le titre qui lui manquait. Oui, donc, il part à Chicago derrière. Voilà, c'est tout, donc c'était le connaissant en plus les mentalités, c'est un Yougoslave à l'époque, on sait que les mecs ils vont rien lâcher. Donc à partir de là, mais la chance qu'on a eue quand même, c'est que eux ils avaient battu le PAOK. Oui. Donc ce qui fait qu'on a eu quand même une salle qui s'était un petit peu désertée, parce que forcément les Grecs ça les intéressait pas, parce qu'il n'y avait pas un club grec, et le peu qu'il y avait, finalement ça a été pour nous. Et Boja l'avait dit. Et Boja nous avait dit, faites, bon après avec l'expérience qu'il a forcément, vous allez voir, le public va être avec vous et tout ça.
Donc on fait la première mi-temps, on est crispé. Le pauvre Mike, il est complètement, il passe à travers, mais bon. Mais finalement, chose qu'il nous avait dit, Boja, c'est que quand on a un joueur qui a 80% au lieu d'à 100%, ben, les autres ils doivent être à 105, 110% pour compenser ça. Et ce qui fait que finalement à la mi-temps, on n'est pas si loin que ça, en ayant un Mike qui est pas performant. Je dis Mike, mais même si on n'avait pas gagné, ça n'aurait pas été la faute de Mike, pas du tout. Hein. Mais c'est vraiment le truc. Et du coup, à la mi-temps, il dit à Mike, mais non, tu verras, t'inquiète pas, ça va rentrer. Donc c'est là où on voit quand même que Boja, et c'est là où on voit que finalement le sportif a besoin d'être rassuré, a besoin qu'on lui dise les choses, et du coup après il y a une confiance, surtout pour un shooter, on sait très bien. Après il y a une confiance qui s'installe, et puis à fur et à mesure, et puis voilà, et public, et ben on revient, mais ils aiment bien le public quand l'équipe qui est derrière revient, et puis voilà, donc du coup on arrive à faire ce hold-up avec le passage de Fred qui finit le match et d'une manière extraordinaire. En plus, c'est lui, donc c'est d'autant plus extraordinaire. Ouais. En 2013, vous avez fêté les 20 ans de ce titre. Oui. Vous vous êtes retrouvés, il manquait juste Willy Redden, je crois, qui n'avait pas pu se libérer. Oui, Marc Mbaya. Et Marc Mbaya. Mais malgré tout, là, quand vous êtes retrouvés, le groupe, il y restait une alchimie. Vous retrouvez quelque chose, même 20 ans après ? Oui. Ouais, c'est fou parce que après, on s'est perdu de vue, on était dans différents clubs, dans différents pays et tout, et on s'est retrouvé à Paris pour la première fois, parce qu'après on était reçus au journal de l'équipe, et après on est descendu en bus à Limoges, et lorsqu'on s'est retrouvés, alors Boja avait le sourire. Alors ça, c'était extraordinaire, donc c'était beaucoup pour nous. Boja avait le sourire, et tout le monde était content de se voir. Donc c'est vrai que finalement, Mike, il ne doit pas dire la même chose parce que finalement, comme il a laissé tomber la musculation et puis le footing, donc c'est vrai que Richard s'en est chargé un petit peu pour le faire, et Boja aussi, lui faire comprendre qu'effectivement qu'il avait un petit peu laissé tomber ça, et donc ça a chambré, et puis après c'est parti. Après c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il y a un respect total de nous tous par rapport à ce qui a été fait. Mais c'est bien, c'est que c'est par rapport à nous tous, et c'est pas une personne. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si par exemple on avait perdu, eh ben ça aurait pas été la faute de Mike, c'était comme ça. Donc si vous voulez, c'est ça qui est fort, c'est que à partir de ce moment-là, on était vraiment une famille. On était vraiment une famille. Moi, même si comme maintenant, je confie une chose. Mais il le sait, Richard. Je lui ai dit, lorsqu'on a fait les 20 ans, je lui ai dit que c'était... moi, que j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, parce que Richard, on le connaît, on sait que c'est un joueur qui est exigeant et tout. On peut croire qu'il a une manière de voir les gens de haut et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est Richard. Il est assez là-dessus. Il est intransigeant sur beaucoup de choses. Donc à partir de là, il a une forte personnalité. Mais je lui ai dit que moi, ce qui m'avait surpris le plus, c'est le fait malgré le nom qu'il avait, malgré le joueur que c'était, qui s'est adapté et il a accepté de revenir, pas le Richard qui était à une époque, quand on entendait parler avec Gomez, Valérie ou Steph, des fois il se tirait la bourre ou quoi que ce soit, non. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire de la part d'un joueur comme Richard. Et donc je lui ai dit, parce que je tenais à cœur de lui dire un jour, donc ça me permet de lui dire. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le fait que personne n'a tiré la couverture à soi, et même Fred qui... effectivement, sur l'instant T, on sait que c'est un passage très important. Il a toujours été tel qu'il était, et voilà. Donc personne n'a tiré la couverture à soi, et c'était vraiment une victoire d'équipe. Et je dirais, en égoïste, je dirais joueur et entraîneur. Et après, avec une vision du club, je dirais une victoire d'équipe avec les dirigeants et tout, parce que pour mettre en place... tout ça, à fur et à mesure, faire venir un mec comme Boja, accepter nous joueurs, accepter dirigeants aussi, de donner les clés à l'entraîneur, nous joueurs, d'accepter une manière qu'on ne connaissait pas du tout, une manière très stricte, une manière pas forcément avec sujet, verbe, complément, une manière à la yougoslave, d'arriver à s'adapter à ça, et
Et c'est vrai que 2 ans avec Boja, c'est 8 ans avec un autre. Voilà. Mais bon, à la fin, on a un titre. Donc, ce qui fait que on signe tous. Hein. Et le plus beau des titres. Oui. Et le plus beau des titres. Merci Franck. On va écouter maintenant, pour nous parler du triplé 2000, Frédéric Weiss, qui a vécu évidemment ce triplé au plus près et au cœur de l'événement. On l'écoute tout de suite. J'ai un souvenir très précis. En fait, moi, je revenais de la Summer League avec New York et on est directement allé dans la montagne, je ne sais plus où, Alpe d'Huez, je crois, ou en tous les cas en montagne, en hauteur. Et on était tous fatigués et tout le monde vient me voir en disant « Fred, en me chambrant, hein, maintenant tu es la star un petit peu, tu vas demander au coach si on peut boire. » Donc je vais voir le coach, je lui dis « Coach, est-ce qu'on peut boire ?» Et là, il arrête, il dit « Stop !» Et après il dit « Est-ce que je vous appelle joueur, moi ?» Et tout le monde dit, bah non, vous m'appelez pas coach. Moi c'est Duško. Allez. Et on peut boire? Non, pas tout de suite. Donc on n'a pas bu pendant 2 heures d'entraînement et j'ai pris un taquet le premier jour où je l'ai vu. Donc c'était sympa. Je tire un petit coup de chapeau à Yann qui a fait un peu le fusible, le tampon avec nous, qui nous donnait toutes les informations qu'il recevait. Parce que lui, il les recevait au compte-gouttes, mais en tous les cas, il nous les redistribuait assez rapidement. C'était compliqué. On ne savait pas exactement. Jusqu'au jour où on nous a dit, c'est peut-être votre dernier match. Sauf que c'est arrivé à chaque match après. À chaque match, on nous disait c'est peut-être le dernier. Et donc, c'était un peu compliqué. Alors, en plus, moi, c'était mon premier club pro, jeune joueur, je connaissais rien. Moi, hyper stressé, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne m'imaginais pas jouer autre part qu'à Limoges, parce que je m'étais pris d'affection pour ce club. Et j'imagine que la plupart aussi, les Français surtout, et les Ricains, qui normalement n'auraient pas dû être impliqués, il l'était aussi. Et ça nous a tous surpris. Et c'est là qu'on s'est dit, heureusement qu'on avait un groupe. Parce que là, sinon, les Ricains, ils se barrent, ils vont signer ailleurs pour plus d'argent. Ils se sont fait 2 saisons à moitié, où ils ont gagné plein d'argent et tout va bien. Sauf que non, on avait des Ricains qui étaient impliqués. On avait réussi à créer je sais même pas comment dire, cet amour entre nous, j'allais dire presque. Et ça nous a permis de pouvoir continuer. Je pense qu'on est content de le faire, parce qu'on joue encore une fois pour sauver le club. Et quelque part, on n'avait rien à perdre. Parce que si on avait mal joué, c'était pas très grave, parce que de toute façon, tout le monde aurait dit ils sont pas payés, ça paraît logique. Donc on était plutôt dans l'esprit où chaque match on le prend parce que c'est peut-être le dernier, donc on se donne à fond. Et on avait aussi un grand coach qui nous a permis d'être bien soudés, parce que lui, il en avait rien à faire qu'on soit payé plus ou moins, ou qu'on ait une baisse de 50, 60, 70%, c'était pas important. Lui, on s'entraînait de la même façon, voire pire. C'est très, très particulier, parce que tu te dis, qui qu'on nous mette en face, on va le battre, mais si ça se trouve, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au prochain match. Donc c'était un sentiment de, ok, on va tout donner, on va gagner, on va encore les battre, quelque part. Un peu, parce qu'on était tellement dans cette euphorie, on savait qu'on allait les battre, mais par contre, jusqu'à quand on va continuer à jouer, quoi. Juste un petit détail par rapport au jour de la finale, contre Villeurbanne, juste pour revenir un petit peu. Duško Ivanović, pour prouver à quel point c'était un barjo. Donc on vient de faire un triplé. On n'est pas payé, ou en tous les cas, en grande partie, on a renoncé à une partie de notre salaire. Et Duško nous dit, écoutez, vous avez 1 semaine de repos et on se voit pour la pré-saison. Et donc là, tout le monde le regarde en disant, mais il veut vraiment qu'on revienne alors qu'on n'est pas payé, qu'on vient de faire un triplé, etc. Oui, il était très sérieux. On était très contents, les quelques-uns qui allaient en équipe de France, parce qu'on s'est dit, on sait jamais, ça n'a pas eu lieu. Hein. Mais lui était prêt à le faire sans aucun problème. Et lui aussi a renoncé à une partie de son salaire. Donc c'était vraiment l'amour du jeu. Je ne sais pas s'il reste grand-chose de 2000. Après, on sait que quand on se revoit tous, on est tous contents de se voir, on se passe le bonjour. Mais après, on a tous fait notre vie et malheureusement, c'était il y a longtemps déjà, hein. C'était il y a 20 ans et les choses et les temps changent. Après, on est encore une fois content de se voir. On a tous été très tristes du décès de Thierry Rupert. On s'est retrouvés pas mal d'ailleurs là-bas pour son enterrement. J'ai l'impression que malheureusement, on va faire comme tous les vieux. On va se retrouver pour les enterrements à partir de maintenant, pour les mauvaises choses, quoi. On aborde déjà la dernière ligne droite de cette émission et on va maintenant évoquer ce que l'on peut appeler les années Frédéric Fortet, celles qui vont de la reprise du club en National 1 jusqu'au titre de 2014 et 2015 en Pro A. Donc pour m'accompagner pour cette période, Stéphane Ostrovsky. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc on va parler de cette période Frédéric Fortet, une période marquante forcément du club. Tu arrives en 2007. À l'été 2007, au Limoges CSP, comment ça se passe, cette arrivée? Qu'est-ce qui fait que Fred te convainc de venir? Alors,
Pour situer le contexte, moi j'étais pas venu du tout pour avoir des fonctions au sein du CSP. J'ai demandé en fait, j'étais entraîneur à Antibes et j'ai pas été reconduit dans mes fonctions à Antibes pour différentes raisons. Et donc j'avais demandé à Fred, et les entraîneurs qui sont pas en poste ont souvent ce genre de démarche. Ils vont voir travailler d'autres entraîneurs et ils vont dans d'autres clubs pour voir un peu les méthodes de travail des différents coachs, préparateurs physiques, etc. Et moi j'avais demandé à Fred, est-ce que je peux venir voir la mise en route d'une équipe et le travail du préparateur physique, puisque je considérais que c'est là aussi, dans mon parcours de coach, que c'est là aussi que j'avais besoin de progresser. Il m'a dit, bien sûr, Steph, tu viens, tu restes aussi longtemps que tu veux. Et donc moi j'étais venu pour rester 15 jours, pour voir encore une fois la prise en main d'une équipe, enfin la mise en route d'une équipe par le préparateur physique. Tu viens pour du sportif en fait? Je viens que pour du sportif, parce que moi je voulais continuer mon parcours d'entraîneur. Et donc je viens, voilà, je me prends une chambre quelque part là, à Limoges, et je viens pour voir tous les jours, tous les matins, tous les après-midi du travail du prépa et des joueurs. Donc je prends mes notes et tout, et je me projette déjà en attendant qu'un club se manifeste pour éventuellement me confier les rênes d'une équipe. Et en réalité, dans le même temps, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé au préalable, je m'inscris aussi, je fais acte de candidature au Centre de droit économie du sport pour suivre la formation de manager d'une équipe sportive professionnelle. J'ai été accepté dans cette formation qui durait 2 ans, et une partie de la formation se déroule à Limoges. Et en réalité, les choses se font comme ça. Et je passe plusieurs jours à Limoges. Et pendant cette période, le responsable commercial de l'époque, qui s'appelait Vincent Bonnet, démissionne du club. Mais vraiment à quelques semaines du début du championnat. Et donc le club, et Frédéric et Wilfried Duchemin, qui était le directeur général de l'époque, se trouvent démunis, puisqu'il est un responsable marketing et commercial, c'est quand même un poste important dans un club, puisque c'est lui qui va chercher le financement, les partenariats avec les entreprises locales, etc. Et donc ils se voient tous les deux. Moi, ils ne me tiennent pas informé de cette situation. Ils se voient tous les deux, je l'ai su qu'après, pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Ils essayent de faire un profil idéal de celui qui pourrait prendre la suite. Et ce qui serait bien, ce serait un ancien sportif qui a une bonne cote à Limoges et quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui soit structuré. Et je trouve que j'étais là. Et donc ils prennent la décision de me faire la proposition et de me demander si c'est quelque chose qui m'intéressait. Et moi, je voulais poursuivre, comme je l'ai dit, poursuivre mon parcours de coach. Et je n'avais pas du tout ça comme idée. Et au départ, quand ils me font la proposition, je dis non, moi j'ai envie de rester sur le terrain. Et puis je voyais pas vraiment, je n'avais pas de compétences particulières pour ça, je n'avais pas d'expérience. Donc il me dit, réfléchis, tu verras bien, essaye de réfléchir, on ne te demande pas une réponse immédiatement, mais voilà. Et au final, je dis, pourquoi pas, je suis au CDES pour 2 ans, ça peut être une bonne expérience, fais ça pendant une période et tu verras bien. Et puis voilà, au final, ça fait maintenant 13 ans que j'occupe ces fonctions. Ouais. Donc voilà comment les choses se sont faites. Donc tu as suivi forcément le parcours sportif du Limoges CSP, alors même en étant dans le marketing. Dans ce parcours, il y a cette remontée en Pro A qui débouche sur une année assez catastrophique derrière. Comment Fred l'a vécu? Comment vous l'avez vécu au sein du club cette année, avec le public qui sifflait sa propre équipe? Ça a été quelque chose d'incroyable. Fred et tous ceux qui étaient à ses côtés, mais lui, plus que n'importe qui, a subi quand même beaucoup de pression. Et il a fait preuve d'un courage vraiment incroyable, parce qu'il a affronté les choses, il ne s'est jamais esquivé, il est allé parler avec les groupes de supporters, il a
C'était tendu. Il n'a pas fui, quoi. Il n'a pas fui et il a accepté les critiques, il a expliqué aussi ses choix, il a convenu qu'il n'avait pas fait toujours que des bons choix, mais ça c'est le rôle, quand on a beaucoup de décisions à prendre, sur la quantité de décisions que vous avez à prendre, forcément vous ne pouvez pas avoir une réussite totale dans les décisions que vous prenez. Et donc oui, c'est vrai, sportivement, ça s'était très mal passé et il avait beaucoup souffert de la situation, et nous tous d'ailleurs. Mais pour autant, c'était pas quelqu'un qui baissait les bras, jamais. Et au contraire, il se nourrissait de souvent, tu le connaissais aussi, Jean-Christophe, il se nourrissait de ces situations un peu conflictuelles, un peu tendues. Et l'année d'après, il a constitué une équipe sportive. Il a pris un peu plus... parce qu'on lui reprochait souvent de décider toujours tout seul des choses, etc. Il s'est un peu plus ouvert autour de lui. Il a pris les avis un peu de gens qui connaissent un peu le basket. Et voilà, il a eu cette intelligence aussi d'évoluer dans sa façon de voir et de faire les choses. Et après, au final, ça débouche sur ce fameux titre en 2014. 14 ans après le dernier titre de champion de France du Limoges CSP. Comment il était là, Fred? Ça a été un soulagement ou est-ce qu'il était déjà dans le coup d'après? Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi... je l'ai vu vraiment heureux, épanoui à 2 reprises. Ce moment où on est champion de France, parce que pour lui c'était un aboutissement, une libération et le fruit de tout ce qu'il avait fait à partir du moment où il avait repris le club en 2004, donc c'est-à-dire 10 ans avant. Donc pour lui c'était un accomplissement. Et la deuxième fois, c'est quand on a entendu pour la première fois, pendant sa période de président, l'hymne de l'Euroleague ici à Beaublanc. Et on était à côté à ce moment-là. Et j'ai vu à son regard, et je le connais bien, je le connaissais bien, il a eu les yeux humides à ce moment-là, parce que là aussi c'était redonner aux spectateurs du Palais des Sports de Beaublanc ce qui se fait de mieux en Europe pour le basket, d'accueillir le CSKA Moscou, Olympiakos, puisque la première année d'Euroleague c'était ces équipes-là qui Maccabi Tel Aviv, etc. C'était, il était satisfait pour lui, mais surtout de pouvoir donner au public, aux partenaires, à tous ceux qui nous suivaient, nous soutenaient, ces émotions-là. Merci Stéphane. On va écouter maintenant 2 autres témoignages, les témoignages de François Renaud et de Raphaël Desroses, qui eux aussi ont vécu ces années fortées. On les écoute. Ouais, avec Frédéric, ça a été compliqué parce qu'en fait, on avait du mal un peu à le suivre. Je pense qu'il a été un peu victime de ces personnes qui comprennent les choses très rapidement et pour qui c'est très clair. Ce qui était clair pour lui n'était pas toujours clair pour nous sur le terrain. Donc les premières années, et puis il avait une vision très précise et je pense que c'était pas le cas pour tout le monde. On n'avait pas tous la vision de ce qu'il voulait faire. Il arrivait bien à nous transmettre ses ambitions. Je me souviens des premiers échanges qu'on avait eus où il disait je vous ai tous choisis. On était dans la salle vidéo, il disait je vous ai tous choisis. Il avait repris un par un chaque joueur, donc c'était hyper motivant, c'était hyper entraînant, fédérateur. Mais après, on a sur la construction, je pense qu'il n'a pas réussi à transmettre ce qu'il savait, en tout cas sur l'équipe avec les joueurs qu'il avait, parce qu'on était des joueurs de Pro B, on n'était pas du top Pro A ni de l'Euroleague. Et puis après, c'était plus compliqué sur la fin, et je me souviens qu'une fois, il nous avait dit si déjà vous n'êtes pas des bons basketteurs, au moins vous serez les meilleurs athlètes du championnat. Et là, on avait passé une semaine, après une défaite, on n'avait pas touché un ballon, on avait fait des diagonales sur le terrain, monter les escaliers, donc je pense qu'il y avait un peu de match-co derrière tout ça, mais c'était vraiment là aussi une grosse expérience en termes de gestion du basket, du stress, des émotions et de tout ce qui s'est passé finalement pendant ces saisons de Pro B. Parce qu'au début, quand tu arrives dans cette salle, tu as envie d'être parmi les gladiateurs, d'être parmi les mecs qui vont aller au charbon, qui vont apporter à cette équipe. Et c'est vrai que moi au début, ça s'est fait un peu en demi-teinte, je suis rentré par la petite porte. C'est vrai que quand j'ai eu après ce passage, qui a fait que je me suis vraiment installé dans l'équipe, de se dire que ça y est, je fais partie du truc. Je suis un joueur du Limoges CSP. Ça a été une première étape. C'est dur d'être un joueur du Limoges CSP? Disons que bizarrement ça correspond souvent à des gens qui aiment la pression, qui aiment jouer sous pression.
c'est vrai que comme moi je suis quelqu'un qui m'aimait naturellement, ça m'a pas trop gêné on va dire. Et j'aimais après jouer aussi avec le public, etc. Enfin, jouer c'est même pas le mot, c'est vivre les matchs avec le public. C'est vrai que pour ça, quand on aime ça là-bas, la chance qu'on a, c'est qu'il y a une salle pleine à chaque match. Quand on était en Pro B, c'était comme si on était en Pro A. Ensuite on est monté en Pro A, quel que soit le classement, c'était toujours rempli. C'est vrai que ça c'est des conditions idéales, pas pour tout le monde, parce que c'est vrai que quand on est en fin de classement, ça peut être un peu compliqué. Mais honnêtement, moi chaque match je prenais comme un nouveau match, comme l'occasion d'aller en découdre devant une salle pleine. Et moi ça a toujours été un plaisir. C'est le club qui m'a fait connaître le basket international et mondial, si on veut. C'est eux qui m'ont ouvert les portes de l'équipe de France. C'est eux qui m'ont fait connaître, quoi. Donc je serai toujours redevable par rapport à ce club. Et c'est le club qui m'a fait obtenir mon premier titre. Et quel titre? Le titre de champion d'Europe. Donc c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans mon cœur. Les supporters m'ont aidé, quoi. Ça m'aidait à me transcender, à me galvaniser sur tous les matchs. Et ça t'apprend une chose, c'est que tous les matchs comptent et tu es obligé d'être présent tout le temps. Et c'est pas facile, Quand on arrive au premier abord, on ne comprenait pas. Et une défaite, c'est la fin du monde. Et pour moi, ça m'a marqué et j'ai toujours gardé ça en tête. Et depuis, j'ai été formaté par le Limoges CSP, par cette intransigeance et cette rigueur qu'il fallait l'avoir. Et par son public, le public énorme qui est reconnu partout en France et qui pousse son équipe, qui essaie de faire le maximum pour que son équipe gagne le plus souvent. Et j'oublierai jamais ce public et ils seront toujours à jamais là. Et comme pour moi, quand on parle du Limoges CSP, c'est l'équipe et son public. Il n'y a pas de distinction, c'est les deux. Voilà, c'est terminé pour cette émission spéciale 90 ans du Limoges CSP. Un grand merci à Pascal Biojou et à toute son équipe pour leur accueil ici dans leur salon de l'Open BLS de Limoges. Merci également à notre partenaire le Crédit Agricole pour son fidèle soutien. Et pour bien finir l'année et célébrer dignement l'anniversaire du Limoges CSP, eh bien, je vous conseille de vous rendre chez votre marchand de journaux pour acheter le hors-série spécial 90 ans du Limoges CSP. Ça vous fera un beau cadeau de Noël à offrir ou à vous offrir vous-même. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr pour retrouver cette émission. Salut!